Il y a des soirs dont la mémoire garde surtout la lumière, non pas celle du soleil, qui se couche ici chaque jour depuis que le monde est monde, mais une lumière différente, inattendue, venue d'ailleurs, et qui pour cette raison même se grave plus profondément que tout autre dans l'écorce du souvenir. C'était en 1858, à la fin du mois de septembre, et depuis plusieurs semaines déjà, une rumeur particulière montait du bourg jusqu'à ma clairière, portée par les conversations des paysans qui passaient sous mes branches en revenant du marché. On parlait d'un astre nouveau, apparu dans le ciel du soir, une étoile différente des autres, pourvue d'une longue traîne de lumière pâle que l'on voyait grandir de jour en jour au-dessus des collines, du côté du couchant. Je ne peux pas dire que j'avais, moi, remarqué grand-chose avant que les hommes n'en parlent. Un chêne regarde le ciel autrement que les hommes, avec la patience de qui n'attend rien de particulier de lui, se contentant d'y puiser la pluie et la lumière ordinaire des saisons. Mais les récits qui montaient jusqu'à moi, soir après soir, finirent par éveiller en moi une curiosité que je n'avais pas connue depuis longtemps, et je me mis, moi aussi, à guetter le ciel du soir avec une attention nouvelle, à travers les trouées de mes propres branches. Le vieux Ferrand, qui tenait la forge du bourg et qui avait voyagé dans sa jeunesse jusqu'à Bordeaux, expliquait à qui voulait l'entendre que ces astres à chevelure, car c'est ainsi qu'on les nommait alors, les comètes, à cause de cette traîne lumineuse qui les accompagne, n'étaient pas chose rare dans l'histoire du monde, et qu'on en avait vu, disait-il, du temps de son grand-père déjà, et bien avant encore, du temps des rois. Il rassurait ainsi les plus craintifs, car il faut dire que tout le monde, dans le hameau, ne prenait pas la nouvelle avec la même sérénité. La vieille Firmine, qui avait plus de 80 ans cet automne-là, et qui se souvenait, disait-elle, d'une autre comète aperçue dans son enfance, hochait la tête d'un air entendu chaque fois qu'on évoquait le sujet devant elle, sans jamais vraiment trancher si ce présage annonçait, selon elle, un bonheur ou un malheur à venir. On sait que les astres à chevelure, dans la sagesse populaire d'alors, pouvaient annoncer aussi bien la moisson abondante que la guerre ou l'épidémie. Et cette incertitude même donnait à l'attente qui montait dans le hameau une saveur particulière, mêlée d'appréhension et d'émerveillement. Les premiers soirs où l'on put véritablement apercevoir la comète depuis notre vallon furent, je m'en souviens, des soirs d'une clarté exceptionnelle, sans nuages, avec cet air limpide et déjà frais que prend le Périgord aux approches d'octobre. Je vis alors se produire, sous mes branches et dans toute la clairière alentour, quelque chose que je n'avais encore jamais observé de toute mon existence pourtant déjà longue. Des hommes et des femmes qui, au lieu de rentrer directement chez eux à la tombée du jour comme ils le faisaient depuis toujours, s'attardaient volontairement dehors, dans le froid naissant, simplement pour regarder le ciel. Le premier soir, ce fut une poignée d'enfants du hameau qui vinrent les premiers, envoyés en éclaireur par leurs parents plus prudents ou plus occupés pour vérifier si l'astre était bien visible ce soir-là. Je reconnus parmi eux le jeune Firmin Doumenc, 10 ans, fils du meunier, qui grimpa sans hésiter sur la plus basse de mes branches pour mieux voir par-dessus la cime des arbres voisins qui bouchaient une partie de l'horizon vers l'ouest. Il resta là un long moment, immobile, les yeux grands ouverts vers le ciel qui s'assombrissait, jusqu'à ce qu'il pousse soudain un cri de joie qui alerta tous ses camarades restés au pied de mon tronc. La comète était là, en effet, suspendue au-dessus des collines dans le crépuscule finissant. Une tache de lumière pâle, diffuse, avec cette traîne caractéristique qui s'étirait obliquement vers le haut du ciel, comme un pinceau de lumière trempé dans quelque encre céleste et tiré d'un geste large par une main invisible. Je n'avais jamais vu, en plusieurs siècles d'observation du ciel nocturne, rien qui ressemblât à cela. Les étoiles que je connaissais bien, dans leur immobilité rassurante, et la lune dans ses phases toujours recommencées, mais jamais cette présence étrangère, mouvante d'une nuit à l'autre, qui semblait porter en elle quelque chose de profondément différent de l'ordre habituel du ciel. La nouvelle se répandit dans le hameau en quelques minutes à peine, portée de ferme en ferme par les enfants eux-mêmes, courant dans la pénombre pour prévenir leur famille. Et bientôt, ce fut tout le hameau, ou presque, qui se rassembla peu à peu dans ma clairière, le lieu le plus dégagé alentour, offrant la meilleure vue sur le ciel du couchant, sans être gêné par la forêt dense qui couvre la plupart des collines voisines. Je dois dire que je n'avais jamais vu sous mes branches un tel rassemblement en dehors des grandes fêtes du calendrier. Ni la Saint-Jean, ni même la fête patronale du bourg n'avaient jamais réuni autant de monde en un lieu aussi improvisé, à une heure aussi tardive, et pour une raison aussi simple que celle de regarder ensemble le ciel. Les fermes se vidèrent peu à peu de leurs habitants ce soir-là, et dans les jours qui suivirent, chaque soir où le ciel restait dégagé. On vint en famille entière, les plus jeunes portés dans les bras ou juchés sur les épaules des pères, les plus vieux appuyés sur leurs cannes et accompagnés d'un fils ou d'une fille attentive à leurs pas.
Le vieux Ferrand vint de la forge, ses mains encore noircies par le travail du jour, et il se fit, ce soir-là et les suivants, une sorte de conteur improvisé, expliquant à qui voulait l'entendre ce qu'il savait ou croyait savoir de la nature de ces astres, mêlant sans doute, dans son discours, quelques vérités glanées lors de ses voyages de jeunesse et quelques légendes plus anciennes encore, sans que personne, dans l'assemblée, ne songeât à s'en offusquer, tant l'important, ce soir-là, n'était pas tant le savoir exact que le partage de l'émerveillement. La vieille Firmine, elle, s'installa sur un tabouret bas qu'on lui avait apporté exprès, tout contre mon tronc, et je la sentis, durant ces soirées de septembre et d'octobre, retrouver une vivacité que je ne lui avais pas connue depuis longtemps, racontant à qui s'approchait d'elle ses souvenirs, vrais ou enjolivés par les années, d'une comète aperçue dans son enfance lointaine, et comparant sans cesse celle-ci à celle-là, avec cette autorité tranquille que donne le grand âge sur les questions où les autres n'ont aucune expérience à opposer. Les amoureux du hameau, aussi, trouvèrent dans ce rassemblement nocturne une occasion inespérée de se retrouver un peu à l'écart de la surveillance ordinaire des familles, sous prétexte de mieux observer l'astre depuis les bords moins fréquentés de la clairière. Je vis ainsi, ces soirs-là, se nouer ou se confirmer plusieurs idylles du hameau, les jeunes gens profitant de l'obscurité et de l'attention générale tournée vers le ciel pour échanger à voix basse des mots que je ne pouvais pas toujours saisir, mais dont je devinais, à la proximité soudaine des silhouettes et au rire léger qui les accompagnait parfois, la nature tendre et prometteuse. Le curé du bourg lui-même vint un soir se joindre au rassemblement, non pas pour mettre en garde ses ouailles contre quelques superstitions, comme on aurait pu le craindre de la part de certains hommes d'église en pareilles circonstances, mais au contraire pour partager, avec une simplicité qui toucha profondément l'assemblée, son propre émerveillement devant la grandeur de la création, invitant chacun à contempler dans ce phénomène céleste non pas un présage à redouter, mais une occasion de gratitude et d'humilité devant l'immensité du monde. Les nuits qui suivirent, à mesure que la comète grandissait dans le ciel et que sa traîne s'allongeait davantage encore, comptent, je crois, parmi les plus belles que j'ai connues en plusieurs siècles d'existence, non pas tant à cause de la beauté de l'astre lui-même, bien que celle-ci fût réelle et saisissante, mais surtout à cause de ce qu'elle suscitait chez les hommes et les femmes rassemblés sous mes branches. Il y eut ce soir particulier, vers la mi-octobre, je crois, où la comète atteignit ce que le vieux Ferrand appelait son plus grand éclat, visible même avant la tombée complète de la nuit, sa traîne s'étirant sur une bonne partie du ciel occidental avec une netteté que les soirs précédents n'avaient pas connue. Ce soir-là, la clairière fut plus pleine que jamais, et je vis, à la lueur des quelques lanternes que l'on avait apportées pour le trajet, mais que l'on éteignait volontiers une fois sur place pour mieux profiter de l'obscurité nécessaire à la contemplation du ciel, des visages tournés vers le haut, tous dans la même direction, unis dans un même silence recueilli que je n'avais jamais observé auparavant chez les hommes, ordinairement si prompts à combler chaque instant de leur conversation. Le jeune Firmin Doumanque, qui avait été l'un des premiers à apercevoir l'astre, revenait chaque soir grimper sur ma branche basse, devenu en quelque sorte son poste d'observation privilégié, et je le sentais, à travers l'immobilité de son petit corps posé contre mon écorce, absorbé tout entier dans la contemplation, comme si le monde ordinaire, l'école, les corvées de la ferme, les chamailleries habituelles avec ses camarades, s'étaient pour un temps entièrement effacé devant la grandeur de ce spectacle. Je remarquai aussi, ces soirs-là, une transformation particulière dans les rapports entre les habitants du hameau, ordinairement divisés par les petites rivalités de voisinage, les querelles de bornage ou les vieilles rancunes familiales qui traversent, comme partout, la vie d'une communauté rurale. Sous la comète, ces divisions semblaient, pour un temps au moins, s'estomper. On se prêtait des lanternes, on partageait des couvertures pour les enfants qui s'endormaient parfois avant la fin de la veillée, on échangeait des mots et des sourires entre familles qui, en temps ordinaire, se croisaient sans grande chaleur. Le vieux Guillaume Estrade et son voisin Baptiste Rambaud, qui se disputaient depuis des années la limite exacte d'un pré mitoyen et ne s'adressaient plus la parole que par l'intermédiaire de leur femme ou du garde champêtre, se retrouvèrent ainsi un soir côte à côte sous mes branches, le nez levé vers le même ciel, et je les entendis, pour la première fois depuis longtemps, échanger quelques mots qui n'avaient rien à voir avec leur querelle, simplement des remarques sur la beauté du spectacle, prononcées d'une voix étonnamment douce. Je ne peux pas dire que cette réconciliation improvisée résolut entièrement leurs différends. Les hommes ne changent pas si facilement leurs habitudes de plusieurs années, mais je crois, avec le recul, que quelque chose s'assouplit entre eux ce soir-là, et que leur querelle, dans les mois qui suivirent, perdit un peu de son âpreté ancienne. Ce fut aussi, durant ces semaines de contemplation nocturne, l'occasion pour les anciens du hameau de partager avec les plus jeunes des récits et des légendes que l'occasion ordinaire de la vie quotidienne ne suscitait pas toujours.
La vieille Firmine, installée fidèlement chaque soir sur son tabouret contre mon tronc, devint peu à peu la conteuse privilégiée de ces veillées improvisées. Elle racontait, à qui voulait l'entendre, non seulement son souvenir, sans doute enjolivé par les décennies écoulées, d'une comète aperçue dans son enfance, mais aussi des histoires plus anciennes encore, transmises par sa propre grand-mère, de récoltes exceptionnelles ou d'événements notables du passé du hameau que l'on associait, dans la mémoire collective, à l'apparition de tels astres. Le curé, de son côté, profita de ces rassemblements pour partager quelques éléments de ce qu'il savait de l'astronomie de son temps, expliquant avec des mots simples, accessibles même aux enfants, que ces astres à chevelure suivaient, selon les savants, des trajectoires régulières autour du Soleil et qu'ils n'étaient donc pas, contrairement à ce que craignaient certains, des signes de colère divine, mais bien plutôt une manifestation supplémentaire de l'ordre merveilleux et complexe de la création. Ces explications, mêlées de foi tranquille et de curiosité scientifique, contribuèrent, je crois, à apaiser les inquiétudes des plus craintifs du hameau, sans pour autant retirer à l'événement son caractère d'exception et de merveille. Je me souviens particulièrement d'un soir où le vieux Ferrand, enhardi par l'attention générale et peut-être aussi par quelques verres de vin partagés avant la veillée, se lança dans un long récit de son unique voyage à Bordeaux, dans sa jeunesse, où il avait vu, disait-il, des choses que personne au hameau n'avait jamais vues, de grands navires, des rues pavées si nombreuses qu'on s'y perdait, des maisons hautes de plusieurs étages. Ce récit, qui n'avait en apparence aucun rapport direct avec la comète, s'inscrivait pourtant naturellement dans l'atmosphère de ces soirées, où l'esprit de chacun, tourné vers l'immensité du ciel, semblait s'ouvrir plus facilement au récit d'ailleurs, au monde plus vaste que celui, ordinairement suffisant, du hameau et de ses champs. Les enfants, eux, inventaient leurs propres histoires, à mi-chemin entre le jeu et la croyance sincère, imaginant que la comète était peut-être une étoile filante, devenue si grande et si lente qu'elle mettait des semaines entières à traverser le ciel au lieu d'un seul instant, ou bien la trace lumineuse laissée par quelques chariots célestes emportant les âmes des défunts vers un monde meilleur. Je les écoutais, ces récits enfantins, avec autant d'attention que les explications savantes du curé, y trouvant la même beauté, la même tentative humaine, à travers les âges et les âges, de donner un sens et une forme à ce qui dépasse l'entendement ordinaire. La comète, comme toute chose céleste ou terrestre, connut son déclin après son plus grand éclat. Dès la fin du mois d'octobre, je remarquai qu'elle paraissait chaque soir un peu moins brillante, sa traîne un peu moins étendue, et que sa position dans le ciel se modifiait progressivement, s'éloignant peu à peu vers l'horizon. Les rassemblements dans ma clairière, qui avaient connu leur plus grande affluence durant les semaines précédentes, s'espacèrent naturellement à mesure que le spectacle perdait de son intensité et que l'automne, avançant, ramenait aussi son cortège habituel de nuits plus froides et de ciels plus souvent voilés de nuages. Mais je remarquai que même dans ce déclin progressif, quelque chose demeurait de la ferveur des premières semaines. Les habitants du hameau, ceux du moins qui avaient assisté aux plus belles soirées d'observation, continuaient de guetter le ciel, chaque soir clair, comme par une habitude nouvellement acquise, même quand la comète elle-même n'était plus qu'une tache pâle et fugace, de plus en plus difficile à distinguer. Le jeune Firmin Doumenc, en particulier, continua longtemps après la disparition complète de l'astre à venir s'asseoir sur ma branche basse, le soir, simplement pour regarder le ciel étoilé, comme si cette habitude prise durant les semaines de la comète s'était installée durablement en lui, changeant peut-être, d'une manière que je ne saurais mesurer précisément, sa façon de regarder le monde. On m'a raconté, bien des années plus tard, que cet enfant devint, à l'âge adulte, quelque chose comme un passionné d'astronomie amateur, se procurant même, disait-on, une lunette d'observation modeste avec laquelle il continuait de scruter le ciel nocturne. Mais je n'ai jamais pu vérifier moi-même la suite de cette histoire, n'ayant plus, avec les années, l'occasion de le voir grandir sous mes branches comme je l'avais vu ce fameux automne. La comète finit par disparaître tout à fait du ciel visible, quelque part au début du mois de novembre, laissant derrière elle, non pas un manque, mais quelque chose comme une empreinte durable dans la mémoire collective du hameau, le souvenir précis de ces soirées de rassemblement, de ces conversations improvisées, de ces réconciliations passagères entre voisins brouillés, de ces récits partagés autour d'un même émerveillement. Ce soir, le ciel du Périgord est dégagé, comme il l'était en cet automne de 1858, et les étoiles apparaissent une à une au-dessus de ma clairière, dans le même ordre patient et rassurant qu'elles observent depuis toujours. Aucune comète ne traverse le ciel ce soir, mais je continue, en une sorte d'habitude prise il y a bien longtemps déjà, à guetter parfois, certains soirs clairs, l'apparition possible d'un nouvel astre à chevelure, comme si quelque chose en moi était resté marqué à jamais par la ferveur de ces semaines d'octobre.
La clairière où se rassemblait tout le hameau ce fameux automne n'a pas beaucoup changé, si ce n'est que la forêt a un peu gagné sur ses bords et que ma propre ramure s'est considérablement développée depuis. Mais je me souviens encore, avec cette précision que seuls les très vieux souvenirs conservent parfois, du poids léger du jeune Firmin Doumanque installé sur ma branche basse, de la voix de la vieille Firmine racontant ses histoires anciennes, du silence recueilli de toute une assemblée tournée vers le même ciel. Je crois que c'est là une des choses les plus belles que j'ai observées en 4 siècles d'existence, non pas la comète elle-même, aussi remarquable fut-elle, mais ce qu'elle suscita chez les hommes, cette capacité propre aux humains, je crois, à se rassembler devant la beauté et le mystère, à déposer pour un temps leurs querelles ordinaires, à retrouver ensemble sous un même ciel quelque chose comme l'émerveillement simple de l'enfance. La nuit est douce ce soir, et j'entends au loin le chant d'un hibou qui commence sa ronde. Les étoiles, fidèles, continuent leur course silencieuse au-dessus de mes branches, comme elles le font depuis toujours, comme elles le feront longtemps encore après que j'aurai moi-même cessé d'exister. Si vous êtes encore là, sous mon ombre, à m'écouter, revenez demain. J'ai 400 ans de souvenirs, des jours heureux comme des jours sombres, et celui de demain vaut la peine d'être entendu. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.